croisades, inquisition, peste noire, vous penserez sans doute Moyen Âge. Si en revanche je vous parle de réflexion politique, vous me répondrez sans doute démocratie athénienne, siècle des Lumières et époque contemporaine. Et si je vous disais que politique et Moyen Âge n'étaient pas si éloignés qu'on pourrait le penser? Si je vous disais qu'au Moyen Âge, des penseurs s'étaient intéressés à la chose publique, à la gestion de notre société, à la politique, vous y croiriez? Non? Eh bien vous allez être ébobis. Parce que nous allons parler des idées des penseurs du Moyen Âge et notamment des penseurs du XIIIe siècle. Pas de toutes leurs idées, bien évidemment. Nous allons parler politique. Alors oui, la souveraineté populaire, la souveraineté du peuple, semble être en quelque sorte un mensonge dans un état féodal. On voit très bien les seigneurs, les fiefs, et ça semble complètement anachronique de parler de souveraineté populaire. On sait bien que toute théorie dépasse la réalité sociale vécue. Tout idéal de vie humaine est supérieur à sa réalisation. Oui, au XIIIe siècle, des penseurs se sont intéressés à la souveraineté populaire, à la souveraineté du peuple. Parmi eux, Thomas d'Aquin. Au XIIIe siècle, l'Occident découvrait la politique d'Aristote. Thomas d'Aquin, notamment, un des penseurs du XIIIe siècle, a demandé à un de ses amis, Guillaume de Moerbeke, de traduire la politique d'Aristote du grec vers le latin. En lisant cet ouvrage, Thomas d'Aquin découvre une idée qui lui convient, qui lui plaît et qui lui semble la plus positive pour la nature humaine. Il pense que chaque individualité est sacrée, que chacun devrait être amené à réaliser son moi, à développer son bonheur, à être heureux. Chacun doit en effet être heureux, mais la nature humaine nous appelle à vivre ensemble. Je ferai une vidéo sur le sujet. Mais Aristote, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, dans ma vidéo de présentation, explique que l'homme vit en société par nature. Cette individualité fait partie d'un groupe d'individualités et dans ce groupe, chacun doit se réaliser, chacun doit être heureux. Donc c'est la nature qui nous appelle à cette vie en société d'après Aristote, d'après également les théoriciens du XIIIe siècle, et pour eux, le naturel rime avec le divin. Donc cette vie de groupe inhérente à l'humanité, cette vie de groupe obligatoire pour l'humanité, doit amener chacun à se réaliser, doit amener chacun à s'épanouir. Chacun doit donc pouvoir exprimer ses décisions, ses prises de position. Cela sera la loi. La loi primera donc, puisque les théoriciens du XIIIe siècle, et notamment Thomas d'Aquin, pensent que l'individu ne peut pas prendre des décisions qui seront contraires à ses intérêts. La loi sera donc forcément juste, les décisions prises par le peuple seront forcément justes et iront dans le bon sens, iront dans le sens de permettre à chacun de réaliser son bonheur. Quelques années plus tard, au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau en reparlera dans ses ouvrages. Donc dans cette communauté, afin d'être heureux, l'individu doit appliquer les lois morales, les lois qui vont avec le divin pour les théoriciens du XIIIe siècle. L'individu doit donc appliquer les lois de l'entraide afin d'aider chacun à être le mieux possible, à s'épanouir le mieux possible. Chacun peut donner son avis, s'exprimer directement, chacun est détenteur du pouvoir, chacun est souverain. D'où le titre, la souveraineté populaire. Le peuple est souverain. Alors dans un groupe de 5 personnes, c'est facile. On peut écouter chacun, chacun peut donner son opinion, chacun peut prendre une décision, on peut se mettre d'accord, mais dans un groupe de plus de personnes, admettons un groupe de 5000 personnes, cela devient complexe. Il faut donc des mandataires, il faut des personnes qui se feront le reflet des décisions du peuple et qui permettront à tous d'appliquer les lois. Les mandataires devront donc exécuter ce que dit le peuple, ils devront agir dans l'intérêt de chaque individu et non dans l'intérêt commun, comme le prône une autre théorie qui est la souveraineté nationale. À cette époque, la forme qui leur semble la plus parfaite est le système électif. C'est que le peuple choisisse son mandataire, que chacun décide de qui sera le représentant du peuple, et ils pensent que c'est ainsi qu'ils pourront élire, choisir le plus vertueux. Celui agissant forcément de manière morale, et qui aurait en tête en permanence le rôle de l'État et surtout qui aurait en tête en permanence le bien de chacun.
Il doit être capable de promouvoir le bien-être matériel et économique, de veiller à la sage répartition des richesses, d'encourager bien évidemment les aspirations morales, de développer le sentiment d'honnêteté et d'instaurer la justice sociale. Afin que le peuple choisisse correctement son mandataire, il faut une éducation civique, il faut une éducation politique. Car si le peuple n'est pas en capacité de choisir son mandataire, il pourrait élire un tyran et il se condamnerait alors lui-même, puisque son bien-être serait mis de côté et c'est le tyran qui tirerait bénéfice de sa position. Ce serait donc pas un mandataire, ce ne serait donc pas un bon mandataire. Cependant, si quelqu'un est élu, comment savoir que le pouvoir est tyrannique? Qui peut dire que les décisions prises ne sont plus au bénéfice du peuple? Au XIIIe siècle, la population se dit que seule l'Église est détentrice de la loi morale. Seule l'Église est garante de la loi morale. Certains pensent donc qu'il faut une autorité papale, qu'il faut que ce soit le pape qui dise si oui ou non le mandataire fait le bien, si le mandataire est à l'image de ce que souhaite le peuple, ou si au contraire le mandataire est un tyran et n'agit que dans son propre intérêt. Il appartient donc au pape de protéger le peuple. Plus tard, au XIVe siècle, certains voudront s'éloigner de cette tutelle papale, disant qu'ils sont suffisamment grands à présent, qu'ils ont suffisamment réfléchi à présent pour se soustraire à toute forme d'ingérence, et notamment l'ingérence de l'Église. Cette philosophie d'élection et de souveraineté populaire prendra fin avec la théorie du droit divin, inventée sans doute par des monarques ambitieux, par des rois en quête de pouvoir et qui voulaient garder dans leur lignée cette envie de souveraineté. Il faut qu'une transmission parfaite soit possible entre les citoyens et leurs mandataires, mais aussi entre les citoyens entre eux, pour pouvoir parler. On peut penser qu'à l'époque, c'était très compliqué. L'idée est belle, l'idée est intéressante, mais il était impossible matériellement de la mettre en pratique. Aujourd'hui, on pourrait repenser cette idée de la souveraineté populaire. Certaines plateformes commencent à exister afin de permettre aux citoyens de discuter entre eux, mais aussi de discuter avec leurs élus. Et on peut penser aujourd'hui que cette idée du XIIIe siècle, cette philosophie, cette envie, pourrait être aujourd'hui une réalité avec les nouveaux moyens de communication dont nous disposons. Pie IX, quant à lui, a condamné l'idée que tout ce qui émanait du peuple, que toutes les idées du peuple, que toutes les décisions prises par le peuple étaient forcément justes. Je vous pose donc la question, pensez-vous que le peuple agirait en fonction de son propre intérêt? Pensez-vous que le peuple prendrait les bonnes décisions? Sur ce, je vous laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo et gardez l'esprit ouvert.